Le GAEC de la Boréalte, c'est donc une ferme laitière avec donc une production de lait et une production de fromage aussi. On a un cheptel de vaches laitières, à peu près entre 45 et 50 vaches laitières, plus le renouvellement, donc on est à peu entre 70 et 80 animaux. On a 75 hectares de SAU, avec à peu près entre 5 et 10 hectares qui sont cultivés en céréales pour l'alimentation du troupeau, et après le reste en herbe, donc à peu près une quinzaine d'hectares en prairie permanente, et le reste qui rentre dans la rotation avec les céréales. On produit donc en fromage de l'AOP Layol et on livre du lait à la coopérative Jeune Montagne qui produit aussi de l'AOP Layol. Donc on est soumis au cahier des charges de cette AOP. Donc c'est une AOP qui a été créée dans les années 60. Et il y a eu une grosse modification du cahier des charges dans les années 90, début 2000, avec l'inscription dans le cahier des charges de 2 races. Donc bon, il y avait l'Aubrac qui était la race historique, et puis après il y avait beaucoup de races laitières qui étaient autorisées. Et là le choix a été fait de se focaliser sur la race Simmental qui avait des qualités fromagères et des qualités de lait qui correspondaient bien à ce qu'on cherchait pour un fromage de garde. Voilà. Ensuite, en termes d'alimentation du troupeau, on est passé sur des rations, une interdiction des fourrages fermentés, donc uniquement sur du foin et de l'herbe pâturée, avec des limites de production par vache, des limites de quantité de concentré par vache aussi, voilà. L'interdiction des OGM dans les concentrés, voilà, en gros les points les plus importants du cahier des charges. Sur la quantité, on va dire, de lait transformé, par contre, là on est à peu près à 50-50. On n'a pas l'intention de faire évoluer ça. C'est un bon équilibre parce que... Alors nous, on manque un peu de fromage des fois ici, mais par contre, on manque aussi de temps. Donc la coopérative nous permet aussi d'avoir un peu de temps. On ne transforme pas tous les jours. C'est un super outil. Il valorise très bien le lait. C'est une sécurité si un jour on a un souci, parce que la coop, c'est grâce à eux qu'on est là aussi. Donc moi je me suis installé officiellement le 1er avril 2016 et j'avais fait un stage de parrainage donc, pendant un peu plus d'1 an et j'étais donc sur la ferme depuis début 2015. Moi, je suis passé par le parcours on va dire classique des installations aidées, donc en tant que ORCAD familial, en zone de montagne sur des productions de qualité, ouais, t'as là, donc ce qu'on appelle la DJA, la dotation jeune agriculteur, qui est quand même assez élevée et c'est dommage de s'en passer. Ouais. C'est un bon coup de pouce à l'installation. En fait, quand je suis arrivé ici, je sortais de l'école depuis pas très longtemps, donc j'avais travaillé 2 ans dans une coopérative et après j'avais fait 3 ans de salarié agricole. Donc j'avais pas beaucoup de fonds, on va dire, à moi pour avoir à réinvestir dans une ferme. Donc j'ai emprunté pour m'installer, sachant que donc tout le foncier est à François, tout était en propriété au niveau des bâtiments, etc. Donc on a créé le GAEC. L'avantage c'est qu'on a pu mettre un peu ce qu'on voulait dans le capital du GAEC, qu'on a mis le matériel, le cheptel et les stocks, qui sont déjà quand même assez importants, notamment quand on fait des fromages qu'on garde longtemps, voilà, il y a des stocks assez importants. Et donc bon, ça permet de s'installer avec des investissements, on va dire, qui sont importants mais qui restent modérés quand même. Au départ, donc quand j'étais associé avec Isabelle, c'était une mise à disposition d'Isabelle au GAEC du foncier. Et là, donc on a un bail et on loue tout le foncier à Isabelle. Ça permet d'être beaucoup plus serein, on va dire, sur la pérennité du foncier, voilà. Alors on est assez nombreux à travailler, donc à peu près en équivalent temps plein, on est entre 4 et 5. Voilà. Donc aujourd'hui, donc je suis le seul vraiment installé à titre vraiment agriculteur quoi, sur la ferme. Après, on a donc Thomas qui vient d'arriver depuis le mois d'octobre et qui est salarié en vue de s'installer, de s'associer avec moi dans le GAEC, voilà. Et ma compagne Caroline qui est salariée sur le GAEC aussi. Et après, on a
Donc plusieurs salariés, mais il n'y en a aucun qui a à temps complet, ça s'est fait un peu comme ça au fur et à mesure. Pour la ferme, le lait qu'on livre à la coop, on était autour de 540 € les 1000 litres. Voilà. Et après, on a une bonne valorisation aussi avec la production de fromage. On fait du fromage, donc le Laïol AOP fermier, et on fait aussi la fourmette de la Viadène. Donc en fait, c'est exactement le même fromage, sauf que c'est dans des formats plus petits, c'est dans des moules à bleu. Et en termes de commercialisation, donc on a une partie en vente directe qui représente à peu près 20% de notre commercialisation en termes de volume, un peu plus en termes de chiffre d'affaires. Et après 80% à des revendeurs, mais on reste en circuit court, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et notre plus grosse clientèle, en fait, c'est les épiceries locales, les supérettes et les épiceries, dans un rayon de 25 km. Après, on a quelques crèmeries. On a une crèmerie sur Toulouse, chez Xavier. On en a une à Albi. On en a une à Cahors. Voilà, plutôt dans la région sud-ouest. Et on a également quelques personnes qui font des marchés, enfin des fromagers, mais sur des marchés en fait. Voilà. Donc 20% vente directe, 60% épicerie locale et on va dire les 20-30% suivants un peu plus loin. Et on a quelques restaurateurs aussi. Mais c'est pas énorme, mais bon. L'avantage c'est que c'est diversifié. Donc quand il y en a un qui marche moins bien, les pauvres restaurateurs actuellement, et on a les autres qui prennent un peu le relais. Ça fait 5 ans que la coopérative a essayé de faire un petit groupe d'agriculteurs qui étaient intéressés pour faire des visites de ferme parce qu'ils ont constaté que c'était déjà une demande de leur clientèle à eux et que c'était un super bon outil de communication finalement de montrer comment ça se passait sur les exploitations. Grâce à la COP, il y a un super système, c'est-à-dire que c'est eux qui centralisent les réservations. Donc c'est eux qui encaissent, qui ont toute la logistique, on va dire, financière. Et nous, on se charge en gros de la visite, du goûter, etc. Et on fait à peu près, on va dire, 5 à 6 visites dans l'été et 1 à 2 toutes les vacances scolaires, quoi. Donc ça marche bien. Et c'est une belle... Enfin, il y a de la demande, quoi. On remplit à chaque fois les visites. Moi, j'ai toujours été dans une logique d'être le plus économe et autonome possible. Voilà. Donc c'était plutôt de diminuer les intrants. Donc nous, au niveau de la ferme, on utilisait peu de phyto, mais on en utilisait un petit peu. Donc là, on a réussi depuis 2-3 ans à ne plus en utiliser, sachant qu'on est sur des rotations où c'est relativement facile en fait de s'en passer, puisqu'on est sur des rotations longues avec une longue partie en prairie. Donc après, faire une céréale derrière une prairie de 4 ou 5 ans, c'est relativement simple. Sur les céréales, maintenant, on va dire, l'autre défi, c'est d'essayer de diminuer le travail du sol, notamment à l'implantation, pour arriver à passer d'une prairie longue durée à une céréale, en se passant du labour et en essayant de travailler le moins possible le sol et sans phyto. Voilà. Après, sur les rendements sur les parcelles, on reste sur des rendements corrects par rapport à ce qu'on faisait. On faisait des fois un désherbage quand il y en avait besoin. Donc celui-là, il a été remplacé par un désherbage mécanique avec une hersétrie qu'on avait. Donc là, on n'a pas beaucoup d'impact parce qu'on arrive à peu près à le maîtriser. Et après, il y avait le fongicide qu'on faisait au printemps souvent, notamment sur l'orge. Après, il y a plus la partie engrais. On utilisait à peu près 30 unités d'azote sur les prairies, toutes les prairies de la ferme quasiment, au printemps. Et après, on passait entre 60-80 unités d'azote sur les céréales. Voilà. Donc ça, c'est un peu le principal souci, c'est qu'on sait que ça va impacter le rendement des prairies. Donc soit il faut mieux conduire la fertilisation qu'on peut faire avec les engrais de ferme, soit après aussi adapter la conduite du troupeau, soit pour augmenter un peu la production par vache pour compenser le fait qu'on ait un peu moins de vaches. Quand je me suis installé, on était déjà sur un système assez économe sur les concentrés, sachant qu'on produit donc nous toute notre céréale et on achetait le tourteau. Enfin, on achète toujours le tourteau à côté. Donc on a essayé de diminuer un peu les concentrés et en fait ça a été une conséquence qui est venue après la mise en place du pâturage tournant. Ça permet quand même d'optimiser vraiment la qualité de l'herbe pâturée et donc
ça nous a permis de diminuer les concentrés. Donc on est passé à peu près de 1 tonne 100, 1 tonne 2 par vache et par an. Et là on est entre 800 et 900 kilos, sachant qu'on a gagné en production de lait par vache. Voilà. Alors est-ce que c'est uniquement dû au pâturage tournant ou est-ce qu'il y a aussi un peu d'amélioration génétique de la race? C'est certainement un peu des deux, des bonnes années fourragères au niveau du foin aussi, il y a dû avoir plusieurs facteurs. On a une herbe de très bonne qualité qui permet de faire des bonnes productions laitières qu'avec de l'herbe. Par contre, la quantité de concentré que tu donnes à moins, il faut quand même l'amener avec de l'herbe, voilà. Donc ça, il faut pas oublier ça, c'est que la vache, elle va à peu près manger la même quantité de matière sèche, sauf que la quantité de concentré que tu auras en moins, il faut la compenser avec de l'herbe aussi. Quand même. Sur les plus mauvaises prairies, les prairies permanentes qui sont assez peu fertiles, etc., on est autour entre 4 et 5 tonnes de matière sèche hectare. Et sur des prairies temporaires plus fertiles, on peut monter autour de 7-8 tonnes de matière sèche hectare. On a une base, un îlot où on fait pâturer au printemps, où on a à peu près entre 20 et 25 jours de tour, un tour qui dure entre 20 et 25 jours. Alors souvent, il y a quelques paddocks qu'on va refaucher dans le printemps, parce que 25 jours c'est souvent un peu trop, et on se fait dépasser par l'herbe. Mais bon, ça c'est voulu, entre guillemets. Et après, on a des paddocks qui nous font souvent 2 jours, voire peut-être un peu plus, qu'on se fait un peu dépasser, mais normalement c'est des paddocks qui sont calés pour avoir 2 jours d'herbe. Donc le premier jour, on les divise en 2 avec un fil, et le lendemain, on a juste ce fil enlevé et les vaches ont accès à la deuxième moitié du paddock. Voilà. Et le lendemain, donc au bout de 2 jours, elles changent de paddock. Voilà. Le but, c'est que les vaches ne repâturent pas l'herbe qui rattaque de pousser. Voilà. C'est là où elles épuisent vraiment la prairie, et où tu dégrades après ta prairie, tu as des trous, des mauvaises herbes qui peuvent apparaître, etc. Et nous, le but, c'est d'avoir un îlot au bord, autour des bâtiments, qu'on puisse garder en pâturage tournant, et des prairies qu'on puisse transformer en prairies permanentes, qu'on n'ait pas à retravailler. Voilà, ça serait un peu l'idéal. Et donc c'est un peu aussi pour ça qu'on avait mis en place le pâturage tournant, c'était aussi pour avoir une meilleure pérennité et ne pas fatiguer les prairies, notamment avec les épisodes de sécheresse, quoi, voilà, qu'on connaît. Quand tu mets en place ce pâturage tournant, il faut se dire qu'il n'y a pas d'année en fait qui se ressemble. Donc il faut toujours arriver à s'adapter. Il n'y a pas un schéma préconçu que tu peux calquer d'une année à l'autre. Voilà. Tu peux avoir des printemps qui partent très rapidement, où là du coup tu vas attaquer des tours très rapides tout de suite. Tu peux avoir des printemps où la pousse met beaucoup de temps à démarrer. Donc là il te faut prévoir de déprimer des parcelles ou d'avoir des parcelles en plus que tu vas faire passer dans le premier tour de pâturage. Et après, la phase qui est un peu délicate, c'est quand tu arrives dans les périodes sèches, donc au mois de juin, juillet. Là, il faut que tu puisses, il faut pas épuiser sa prairie, c'est-à-dire qu'il faut pas pâturer, même s'il y a de l'herbe, quand l'herbe n'est pas au bon stade à pâturer. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu vois encore de l'herbe dans une parcelle qui commence à faire sec, etc., c'est compliqué de la laisser dans la parcelle et ne pas y revenir. 2018, 2019, 2020, on a eu quasiment 1 mois, voire 2 mois sans pluie, les mois de juillet-août. Il y a des parcelles où on n'est pas revenu sur les parcelles au moins pendant 2 mois. Voilà. Donc ça, il faut l'anticiper. Donc ça veut dire qu'il faut arriver soit à avoir des stocks sur pied, mais bon, c'est compliqué de conserver une bonne qualité de fourrage avec de l'herbe sur pied, ou après, il faut avoir du stock d'avance que tu puisses distribuer pendant l'été. Voilà. On a réussi à gagner du lait par vache en diminuant la quantité de concentré. Ça, c'est quand même le plus intéressant. Après, en termes de biodiversité, c'est peut-être indirect, c'est-à-dire que là, quand tu consommes moins de concentré, ça nous a permis aussi de passer sur du tourteau origine France. Voilà. Donc tu sais que tu n'as pas d'impact sur la déforestation dans les pays d'Amérique du Sud, etc. Où c'est quand même, en termes de biodiversité et de tout ce qui est impact climatique, c'est quand même assez important, quoi.
Un autre projet sur la ferme, ça a été l'implantation de pré-vergers, voilà, donc qu'on a fait en 2020, enfin à l'hiver 2019-2020 et l'hiver 2020-2021. Donc là aujourd'hui, il y a à peu près 140 arbres de plantés sur la ferme. Donc c'est que des pommiers, voilà. Avec le but, donc c'est de produire du jus. Ça peut être intéressant pour lisser un peu la production notamment l'impact des sécheresses. Donc même si tu as une sécheresse pendant les mois d'été, tu peux avoir des bonnes productions de pommes à l'automne. Voilà. Sur des systèmes très herbagés, en fait, ça permet d'implanter une autre culture sans consacrer une partie des surfaces de la ferme et de les enlever de la production fourragère. Voilà. Donc on arrive à conserver à peu près la production fourragère qu'on avait et en même temps on a une autre production qui arrive à côté. En fait, il y a beaucoup d'avantages. C'est vrai que d'un point de vue environnemental, ça permet de capter du carbone. Ça peut être intéressant pour la biodiversité, pour tout ce qui est nidification d'oiseaux, etc. Ça donne, au printemps, il y a quand même pas mal de fleurs, ça donne de la nourriture à pas mal d'insectes pollinisateurs. Quand même, tu augmentes ta production de matière sèche à l'hectare. Donc, bon, tu as une production de pommes, mais tu as aussi une production de feuilles, etc. Les arbres qui explore le sol d'une autre façon que les racines de l'herbe, etc. Donc tu t'explores un peu mieux ton milieu, tu maximises la photosynthèse. Donc ça c'est intéressant, ça permet de restituer au sol aussi des éléments fertilisants que l'arbre a été pompé en profondeur et que l'herbe n'aurait pas pu aller chercher. Et après dans le cadre du réchauffement climatique, moi à mon avis je pense que des prairies où il y aura de l'ombre, ça risque d'être plutôt un avantage qu'un inconvénient dans les années à venir. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura du travail en plus. Après, entre guillemets, un des avantages, enfin ça dépend comment on le regarde, mais un des avantages du pré-verger, c'est qu'on peut le mettre en place. L'année où on le plante, etc., ça demande un peu de main d'œuvre, mais c'est pas infaisable. Et tu sais que c'est quelque chose qui va rentrer en production et qui va te demander un peu plus de travail dans 7, 8, voilà, autour de 10 ans après la plantation. Et un des avantages de ce système-là, c'est un système qui est rentable sans aide. Voilà. Donc ça permet, nous, dans nos systèmes un peu de montagne, herbagés, où on a quand même des parts d'aide dans le revenu qui est assez important. Ça permet aussi d'avoir moins le risque d'une baisse significative des aides. Voilà. On n'est pas sûr que dans les années qui viennent, on ait toujours autant d'aides PAC. Voilà. On a trouvé donc Thomas qui est là depuis le mois d'octobre en vue d'être associé. Donc moi on aurait pu fonctionner en restant seul, Caroline et moi, sur la ferme, et en fonctionnant avec des salariés, donc ça c'est tout à fait possible. Et nous on est plutôt partis sur la recherche d'associés pour pouvoir se libérer un peu de tous les tracas qu'il peut y avoir liés à une activité, et qui en fait prennent beaucoup de temps, et font qu'au bout d'un moment tu passes relativement peu de temps en fait à vraiment faire les choses, quoi. C'est-à-dire tu passes assez peu de temps en fabrication, vraiment à fabriquer, ou à t'occuper des cultures, ou à t'occuper des vaches, etc. Et t'es plus un peu dans la gestion quotidienne, et dans la gestion de tous les soucis qu'il peut y avoir sur une ferme. Ce que j'aimerais développer, c'est les visites plus de groupes enfants. Donc école, centre de loisirs, on a eu le relais d'assistante maternelle aussi. Ça marche super bien. On initie, on va dire, à la transformation fromagère les enfants, avec un petit atelier où on met de la présure, ils testent un peu tout ça, et puis ils goûtent après les différents stades du fromage jusqu'au fromage affiné. Et ça marche bien, ils aiment bien. Personnellement, moi j'aimerais plutôt aller un peu plus dans la diversification. Alors après, sur la partie fromagère et laitière, je trouve qu'on est un bon équilibre là, d'avoir la moitié en laiterie, sur lequel on a déjà un bon prix du lait, et la moitié transformation fermière. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que de transformer, d'avoir un réseau de commercialisation, en fait, ça ouvre plein de perspectives pour, pourquoi pas, avoir d'autres diversifications, comme actuellement on n'utilise pas le petit lait pour la production de cochons, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Après, il y a les pré-vergers, par exemple.
c'est sûr qu'on n'aurait pas eu la transfo fromagère. Je suis pas sûr qu'on se serait lancé aussi facilement là-dedans, parce que quand tu as déjà des clients qui sont des clients qui ont des articles alimentaires, quoi, on va dire, c'est quand même toujours plus facile d'aller leur proposer, par exemple, du jus de pomme à des épiceries, à des crèmeries qui font des produits du terroir, des produits du coin, tout ça. Bon, voilà, on sait qu'ils peuvent être demandeurs de ce type-là de produits. Je pense que chaque cas de ferme est un peu particulier. Déjà, il y a le contexte climatique, géologique, tout ça qui fait que bon, c'est pas forcément les mêmes productions qui sont bien adaptées à telle ou telle ferme, hein, tel coin. Voilà. Après, je pense que il faut pas avoir peur de se lancer. Et vraiment, ouais, le fait d'avoir déjà de la transformation, ça ouvre pas mal de portes. Voilà. Notamment si on veut se diversifier. Au niveau agricole, c'est important de se dire qu'est-ce qu'on peut produire sur la ferme et comment on va en tirer le meilleur. Voilà. Nous, on sait, par exemple, on est une région assez intéressante pour la production d'herbes, etc. Donc déjà, comment on va valoriser cette herbe, comment voilà, essayer de tirer le meilleur parti de ce qu'on peut produire sur notre ferme.